Se rapprocher de la vérité, j'avais envie dans ça de baisser un peu la garde de mon personnage de scène, puis de vous raconter des affaires basées sur ma vraie vie. Je l'aurais pas fait à mon premier show, mais à mon troisième, je pense que mes fans méritent qu'on gratouille un peu en dessous du personnage, puis je vous raconte des affaires basées sur ma vraie vie. Et j'ai envie dans le show de vous parler de mes parents, parce que les gens se demandent souvent ça peut ressembler à quoi la personnalité de ses parents pour avoir engendré une telle étrangeté. Alors, je vais vous parler de mes parents, juste faire une petite parenthèse pour être vraiment transparent avec vous. Moi, j'ai perdu mes deux parents dans la dernière année. En fait, ça fait 1 an aujourd'hui que mon père est décédé, le 24 mars dernier, et j'ai perdu ma mère il y a à peu près 5 mois et demi. Et je voulais comme vous le dire parce que je fais encore mon numéro en parlant de mes parents au présent dans le numéro, parce que ça fait longtemps que je l'ai écrit, puis c'est une façon pour moi de rester près d'eux, de parler d'eux au présent, puis aussi c'est une façon de leur rendre hommage. Mais je voulais comme pas faire... Il y en a qui le savaient, fait que je voulais pas faire comme si de rien n'était, mais je voulais quand même vous dire, soyez à l'aise de rire. Mes parents ont vu le numéro, je me moque d'eux dans le numéro, mais ils riaient, c'est affectif, donc soyez à l'aise de rire. C'est juste une petite mise en contexte un peu longue, mais je voulais quand même... Je voulais vous le dire, c'était important pour moi de pas faire comme si de rien n'était. Alors, vous êtes avec moi, ça vous plairait d'entendre le numéro? Merci, vous êtes bien aimable, merci beaucoup. Merci, vous êtes fin. Merci, merci. Merci beaucoup. Donc, premièrement, je vais vous parler de ma mère Margot, une femme vraiment charmante et attachante, mais qui a aussi ses traits de caractère de mère plus standard. Exemple, à chaque fois que je vais faire un tour chez mes parents à Québec, ma mère a fait le classique que même des mères font. Elle va me faire des plats préparés maison. Elle va m'en faire 6-7, mettons. Un bœuf bourguignon, un pâté au saumon. Là, on va mettre ça dans 6-7 petits plats. Puis là, on va mettre ça dans un grand sac. Puis là, juste avant que je quitte la maison, on va me tendre le grand sac en disant « Tiens, Jean-Thomas, ramène ça à la maison. Ça peut dépanner des fois. » Ça peut dépanner des fois. Comme si ce serait pas consécutivement les 6-7 premiers repas que j'allais gaver comme une truie une fois rendu chez nous. C'est sûr que je vais manger que ça. Elle s'imagine que je me sens au congélateur puis j'en sors un de temps en temps quand j'ai plus rien. Quelle mauvaise lecture de la situation, maman! Parce que sache qu'il n'y a aucune chance, aucune, que je fasse l'épicerie avant que j'ai mangé back-to-back tous tes repas de dépannage. Merci infiniment, brave maman. Je vois qu'il y en a qui se reconnaissent dans le pattern. Mais en lien avec ça, par contre, en général, je pense que ma mère, quand elle me visualise chez nous, elle est convaincue que je mange pas puis que je dors jamais. Parce qu'à chaque fois que je vais passer une fin de semaine chez mes parents, il y a 2 questions que ma mère me pose à peu près 20 fois par week-end. Soit « Jean-Thomas, as-tu faim? Veux-tu que je te prépare quelque chose? » Puis là, en général, je réponds non, puis elle va dire « OK, mais dans ce cas-là, est-ce que tu vas aller t'étendre? » C'est ridicule. Ma mère me demande toujours que je vais aller m'étendre. Pas ensemble, mais... C'est grotesque, on dirait qu'elle veut toujours que j'aille me coucher. C'est comme si elle voulait pas me voir. Mettons un classique à 5h30 de l'après-midi, elle va dire « Jean-Thomas, on va manger dans une demi-heure. Si tu veux aller t'étendre un peu, on va le souper. » C'est quoi le rapport? Faut que je prenne des forces avant de manger? Je pense qu'une fin de semaine, je vais la prendre au mot où je vais littéralement me coucher entre chaque repas. Durant le week-end, je vais dormir pendant 46 heures. Puis le dimanche soir, dans le cadre de porte, avant que je quitte, je suis sûr qu'elle va trouver le moyen de me dire « Jean-Thomas, t'as l'air fatigué, tu veux pas aller t'étendre un peu avant de prendre la route? » Non, mais dans ce cas-là, tiens, 30 quiches, ça peut dépanner des fois. Ma mère aussi, c'est vraiment quelqu'un de très mère poule. Puis une façon que son côté mère poule se traduit, c'est qu'elle fait le suivi de choses complètement inutiles. Des affaires que si un jour, moi, je suis parent, ça m'intéressera vraiment pas. Un autre exemple lié à la bouffe, ma mère a fait de la super bonne soupe aux légumes maison, OK? Puis à chaque fois que je vais faire un tour chez mes parents à Québec, elle m'emmène dans un gros pot de beurre d'arachide recyclé du Costco. Elle visse le pot comme il faut, elle met un élastique autour pour être sûr que ça coule pas. Elle le met dans un sac individuel qu'elle ferme comme il faut pour être sûr que ça coule pas avant de mettre ça dans le grand sac avec tout le reste de la bouffe. Puis là, je pars avec tout ça à la maison. Puis là, 4-5 jours plus tard, on se parle au téléphone. Puis à un moment donné, out of the blue, pendant la conversation, on va dire « Ah, Jean-Thomas, je pensais à ça matin, je vais te demander ça. En fin de compte, l'autre jour, la soupe, c'était-tu correct? Ça a-tu coulé, finalement? » Quel suivi dont on se contre-crisse! C'est tellement pas intéressant, 4 jours plus tard, ta soupe a-tu coulé? C'est tellement plate comme sujet. En tout cas, moi, si un jour j'ai un enfant, je m'adresse à toi en ce moment. Si une bonne fois je te fais de la soupe, puis je te le dis tout de suite, il n'y a pas grand chance ça arrive. Ben, le pot va avoir été vissé très rapidement. Il n'y aura pas d'élastique autour. Et t'as pas idée à quel point je n'aurai rien à chier de son degré de coulage.
Dernière anecdote par rapport à ma mère et la bouffe. Je vous disais tantôt que j'avais l'impression que ma mère, elle pensait que je mangeais pas puis que je dormais pas, mais je pense aussi qu'elle présume que je vois pas. Parce que comme je vous disais, ma mère a fait vraiment de la bonne bouffe. Mettons, au brunch de Noël, il y a vraiment une tonne d'éléments sur la table, mais elle veut tellement être sûre que j'ai tout vu qu'elle va toutes me nommer les éléments qu'il y a sur la table. Pas back-to-back parce qu'elle veut pas avoir l'air d'une folle, mais répartis pendant le repas. Mettons, le brunch de Noël commence, elle va dire Jean-Thomas, t'as-tu vu, il y a des attaquants, là? Si tu veux mettre sur tes croissants. Ouais, peut-être plus tard, maman, peut-être pour mon deuxième croissant, mais pour l'instant, ça va. Là, 3 minutes plus tard, elle va dire Jean-Thomas, t'as-tu vu, il y a des crotons, là? C'est des crotons maison, c'est moi qui les ai faits, ils sont pas gras. Peut-être pour mon deuxième croissant, mais pour l'instant, tout est encore sous contrôle. Merci beaucoup. Là, 3 minutes plus tard, on va faire une envolée politique. Ah, la souveraineté! C'est pas fait, la souveraineté! Jean-Thomas, t'as-tu vu du beurre d'érable dans le coin? Oui, c'est beau, maman. J'ai repéré toutes mes options de potentielle tartinade. Avant que tu me le demandes, j'ai aussi vu la confiture au bleuet derrière les gaufres, là. La table est pas si grande que ça. J'ai une bonne vision périphérique, fait que j'ai repéré toutes les possibilités pour bonifier mon croissant. Il y a 70 tartinades, fait que je vais manger 35 croissants et je vais enfin réaliser le plus grand rêve de ta vie, soit que je devienne un ballon. Un ballon qui vit au lit, par ailleurs. Puis aussi, ma mère, elle me donne souvent des super bons conseils maternels judicieux, mais des fois, elle m'en donne des épouvantables. Son pire ever, je vous jure, c'est vrai. Je m'en ai passé mon examen pour mon permis de conduire quand j'avais 18 ans. Puis là, juste avant que je quitte dans le lobby de la maison, elle me dit mot à mot Jean-Thomas, tu devrais dire à l'instructeur qui va te faire passer ton permis de conduire que t'as de quoi d'important à soir, fait que ce serait le fun que t'aies ton permis pour pouvoir te rendre à l'auto à ton activité. Je l'aime, ma mère, là. C'est une perle, c'est un ange, mais quelle suggestion de mongol! Ben oui, ma mère m'a m'humilier puis réduire à 0 les chances qu'il me donne mon permis. Monsieur, j'ai de quoi d'important à soir, ce serait le fun que j'ai mon permis. C'est quoi les chances qu'ils disent Ah, OK, t'as de quoi d'important à soir, OK. Je t'aurais donné 35 parce que t'as brûlé un feu rouge, t'as pas fait dans l'angle mort, mais là, m'a donné 90. T'as de quoi d'important à soir, ça serait dommage que tu fasses pas des tonneaux en te rendant dans ton activité parce que tu conduis comme un cul. Je sais pas si ici, par applaudissement, qui ont vu mon deuxième show soulever des Cornelius. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu, quelques-uns? De toute façon, les autres, c'est pas grave. C'est que je disais à un moment donné dans mon deuxième show qu'il y avait une grosse rumeur à un moment donné qui circulait que je sortais avec Pierre Lapointe, OK? Ça a vraiment beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Ça a même sorti à la radio de Québec où ils ont dit c'est pas une rumeur, c'est confirmé. Jean-Thomas Jobin sort avec Pierre Lapointe. Puis là, belle coïncidence, ma mère est tombée là-dessus à la radio. Fait que là, évidemment, le soir, elle m'appelle, elle dit Jean-Thomas, aujourd'hui, j'ai entendu à la radio que tu sortais avec Pierre Lapointe. Est-ce que c'est vrai? Je dis non, maman, c'est pas vrai, il n'y a aucun fondement à ça, je te jure, c'est pas vrai, il n'y a rien de vrai là-dedans, là. Ma mère a dit OK, parce que tu sais, ton père, puis moi, on est super ouverts d'esprit, hein, tu pourrais nous le dire. Oui, maman, je sais que c'est ouvert d'esprit, je l'apprécie, mais c'est pas vrai. Ma mère a dit t'es-tu sûr? Parce que ce serait correct quand il n'y aurait pas de problème. Je dis maman, je te ferai pas non plus un faux coming out juste parce que t'es à l'aise avec le concept de l'homosexualité, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'aille voir Pierre Lapointe, puis je lui demande veux-tu sortir avec moi? Il va me dire il me semble que t'es pas gay, toi. Non, mais ma mère a vraiment l'air d'y tenir. Et au bout de 10 minutes, j'ai fini par la convaincre que c'était pas vrai, puis elle a dit c'est de valeur, vous auriez pu venir à la maison, vous êtes en ça. Bon, OK, non, ça, c'est pas vrai, mais tout le reste, c'est vrai. Puis aussi, ma mère, c'est vraiment quelqu'un de très drôle, mais de façon involontaire. Elle s'en rend pas compte quand t'es drôle. Elle lâche souvent ce que moi j'appelle des bijoux de candeur. Je vais vous conter ce que je considère comme sa meilleure joke à vie. Elle l'a fait il y a pas super longtemps, il y a peut-être un an et demi. J'étais en train de déjeuner avec elle à Québec, puis là, ma mère est en train de feuilleter le journal. Puis là, elle arrive aux avis de décès, puis elle dit de façon super candide, franchement, pourquoi qu'ils écrivent ça à chaque fois, déjà 1 an que tu nous as quittés? Ça a l'air de vouloir dire, mon Dieu, que le temps passe vite depuis que t'es mort. C'est quand même vrai que ça a l'air de dire ça. Ça a l'air de dire, ça a bien été. On a eu une fichue de belle année. C'est aussi, il y a des gens qui disent check après avoir accompli une tâche, mais ma mère, elle dit pas check, mais elle dit toujours c'est fait. Tout à elle-même, tout le temps. Mettons, après avoir fini ses toasts le matin, déjeuner, c'est fait. Après avoir fini d'écouter son émission préférée, l'auberge chien noir, c'est fait. Comme si tout était une corvée puis qu'elle avait aucun plaisir pendant. Quoique dans le cas d'auberge chien noir, c'est sûrement vrai, là, mais... Je suis convaincu qu'après avoir couché avec mon père, elle doit dire faire l'amour, c'est fait. Il devrait pas me le demander aujourd'hui.
Mais ultimement, là, à la fin de sa vie, j'espère que ça va être vraiment très longtemps parce que je me suis beaucoup moqué de ma mère dans ce numéro-là. Mais ma mère, je l'adore, c'est une femme au cœur d'or, c'est hyper précieux pour moi, cette femme-là. Donc j'espère que ça va être dans vraiment très, très longtemps. Mais pour rendre son décès moins tragique, j'aimerais ça que sur son lit de mort, juste avant son dernier souffle, elle dise « Bon, ben, vive, c'est fait. » On n'a pas dit ça, mais on s'est mitraillé de « Je t'aime » jusqu'à la toute fin. Merci. Merci beaucoup, vous êtes fin, merci, j'apprécie. Je vais prendre une petite gorgée, c'est fin. Merci, vous êtes adorable. Maintenant, je vais vous parler de mon père, François, qui est vraiment quelqu'un aux antipodes totalement. Mon père, c'est un cérébral, un intellectuel, un maniaque de la langue française. Peut-être même un peu trop. Ça a toujours fait rire mes amis, le langage trop recherché de mon père. Un exemple par rapport à ça. À 13 ans, moi et mes amis, on était en train de dîner chez mes parents à Québec. Mes parents étaient en train de travailler sur le terrain. Puis, tu sais, le pistolet pour le jardinage pour arroser les fleurs, ben mon père, il devait le chercher parce qu'il rentrait dans la maison puis il m'a demandé le plus sérieusement du monde genre, Thomas, est-ce que tu as vu le pistolet à jet pulsé divergent? Là, mes amis partent à rire et se pitchent par terre. Mon père comprend pas pourquoi moi je sais très bien la raison de ce garochage au sol. Un pistolet à jet pulsé divergent. C'est sûr que c'est le seul humain sur la Terre qui appelle ça comme ça. Puis moi, je connais mon père, puis je le sais que quand il utilise des phrases trop compliquées comme ça, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je focus sur un des mots-clés dans la phrase, puis que je déduise le reste en fonction du contexte. Comme là, à 13 ans, un pistolet à jet pulsé divergent. J'ai focusé sur pistolet. À jet pulsé divergent, pour moi, c'était de l'allemand. Mais comme mon père est en train de travailler sur le terrain, puis je le sais qu'il est pas violent, j'ai déduit qu'il parlait du pistolet pour le jardinage. Mais s'il m'avait demandé ça dans un autre contexte, mettons en auto, j'aurais répondu « Papa, c'est pas que je veux pas t'aider, mais c'est comme si tu m'as demandé... » Un autre des tocs de mon père, c'est son obsession pour le pratico-pratique. Il adore se rendre la vie plus simple et plus pragmatique. Un exemple par rapport à ça, nous autres, à Noël, quand on ne sait pas quoi se donner comme cadeau, on se donne des suggestions sur des listes pour s'inspirer. Puis à 16 ans, la liste qu'il m'a donnée pour m'inspirer, il y avait juste un item dessus, et je vous jure que c'est vrai, et c'était l'item suivant. Une serviette qui éponge bien. C'est vraiment étrange. On dirait une joke à la moi, mais pour lui, c'est pas une joke, parce que pour lui, quand il sort de la douche puis qu'il s'essuie, il veut que chacun de ses gestes soit rentabilisé pour en réduire la durée. Donc pour lui, plus la serviette absorbe l'eau, moins de mouvements de va-et-vient sont nécessités avec la serviette. Puis ça, je suis convaincu que son côté obsédé du pratico-pratique adore ça, puis ça lui fait dire « cette serviette absorbe l'eau de façon optimale. » C'est bien, je vais donc être ainsi plus rapidement au sec, ce qui me permettra de me rendre plus rapidement à la quincaillerie pour m'acheter une autre tablette, parce qu'en ce moment, dans mon établi, le ratio nombre d'outils par tablette pose une sérieuse problématique. Oui, je suis un homme qui ne s'essuie que les bras. Si mes jambes dégoulinent, eh bien, soit. Pas l'unité tactique d'intervention armée. Soit... Un petit rajout de ma part. Mais mais vu que c'est un cérébral puis un intellectuel poussé, ben les émotions, ça lui vient pas naturellement de les communiquer, mais il le fait quand même. Mais vu que c'est ancré en lui, il a toujours le réflexe d'intellectualiser ses émotions. Comme je sais pas si vous vous souvenez de mon numéro du restaurant que j'ai fait en début de carrière, ben c'est clairement mon père qui était la muse de ce numéro-là. Exemple, la première fois qu'il m'a dit officiellement « je t'aime » quand j'avais 7 ans, il me l'a fait un peu en me vulgarisant au passage « qu'est-ce que l'amour ». De mémoire, ça ressemblait à ceci. Je romance un peu, mais à peine, il dit tu sais, Jean-Thomas, des sentiments humains, il y en a un vaste registre. Hein? De l'empathie en passant par la colère, la gratitude et j'en passe. Et le lien filial qui unit un père à son fils, c'est sujet à susciter, à faire poindre dans le cœur du paternel un sentiment qui d'emblée est là à la naissance, par affiliation héréditaire évidemment, mais qui peut se bonifier au fil du temps. L'attachement émotif s'accentue, Jean-Thomas, le cœur du paternel apprécie de façon exponentielle la progéniture du dit papa.
Et quand je parle de cœur, je veux pas dire que le cerveau n'apprécie pas tout autant. L'un ne se produit pas au détriment de l'autre, Jean-Thomas. Comprends-moi bien. En résumé, je te parle ici du lien affectif qui lie habituellement les membres d'une famille harmonieuse. En fait, ce que j'essaie de te dire, mon grand, c'est qu'au fil du temps, l'émotivité que je ressens pour toi a grimpé les échelons à un rythme fulgurant et a dorénavant atteint un stade qui enraye tout doute. Jean-Thomas, je t'aime. Là, j'ai regardé mon père, je dis, ouais, comme on dit, t'es un homme qui va rapidement to the point. Mais moi, tout, je t'aime pas et je t'aimerai toujours.